Alors, il s'agit d'un examen de thermodynamique statistique qui comprend 3 parties que je vais corriger entièrement. Alors, il est probable que je fasse 3 vidéos, en fait, une vidéo par partie. Première partie, traitement microcanonique, deuxième partie, traitement canonique, et troisième partie, application anomalie de Schottky. Donc c'est un examen de thermodynamique statistique. Comme vous le voyez par rapport un peu à ma vidéo précédente, en fait, on vous donne des relations, on vous donne la formule des gaz parfaits, PV égale NKT, on vous donne une valeur d'énergie, on vous donne des coefficients qui permettent de calculer des variations d'entropie par rapport au volume, on vous donne la formule 1 sur T égale d rond S sur d rond E, la formule de la différentielle d'énergie, on vous donne la fonction de partition, Z égale somme sur tous les états psi exponentiellement bêta E psi. On vous donne également même le calcul de l'énergie que j'ai démontré dans une vidéo précédente, moins la dérivée du logarithme de Z par rapport à bêta. Voilà, donc je pense que je vais faire juste la première partie dans une première vidéo et je ferai 3 vidéos. Voilà. Alors, les parties A et B sont indépendantes, c'est souvent le cas dans des examens de thermodynamique statistique. Alors, anomalie de Schottky, donc au-dessus d'un cas, la plupart des métaux présentent des capacités calorifiques faibles. Ceci s'explique par le fait que les contributions des vibrations du réseau cristallin et de celles des électrons de conduction deviennent négligeables. Cependant, il existe des substances telles que l'allume de chrome et de méthylammonium dont la capacité calorifique molaire peut atteindre des valeurs jusqu'à 50 000 fois celle du cuivre à la même température. Bien. Cette remontée de la capacité calorifique s'explique par la structure interne des ions de chrome, comme l'a montré Schottky en 1922. On se propose ici de redémontrer ce résultat par un traitement microcanonique et canonique. Bon. Alors, traitement microcanonique, on considère un système de grand N particules discernables et indépendantes, isolées avec une énergie totale égale à E. Chaque particule possède seulement 2 niveaux d'énergie, de même dégénérescence G, qui correspond au nombre d'états quantiques différents pour une même énergie. On choisit l'origine des énergies de telle sorte que le niveau le plus bas à l'énergie epsilon 1 est égal à 0 et le plus élevé l'énergie epsilon 2 égale epsilon. Donc soit grand N1 et grand N2 les nombres de particules ayant respectivement l'énergie égale epsilon 1 et epsilon 2. Donc première question, donner la relation entre l'énergie et le nombre de particules qui a N2. Hein. De déterminer le nombre de microétats oméga qui fonction de l'énergie de grand N, le nombre de microétats accessibles au système à l'énergie grand E en fonction de grand N, grand N1, grand N2 et petit g qui est la dégénérescence, que je pense que je vais expliquer par la suite. Donc 3, montrer que l'entropie microcanonique peut s'écrire dans la limite où grand N est très grand devant 1, donc pour un nombre très très important de particules, également pour des particules N1 dans les états 1 et 2 très grands, sous la forme grand S égale nk fois logarithme népérien de ng, G est un niveau de dégénérescence, moins n1k logarithme népérien de n1, moins n2k logarithme népérien de n2. Où k est la constante de Boltzmann, puis l'exprimer uniquement en termes de grand N, G et U, qui est égal à E sur n epsilon. 4. Calculer la température microcanonique en fonction d'epsilon et U, en déduire U de T étoile, plus les différentes expressions d'énergie N1, etc. Alors, la correction. Avant de faire la correction, je voudrais m'attarder sur la dégénérescence de l'énergie. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont quelques difficultés avec ça, en fait, c'est très simple. Donc, on va considérer en fait des états de fonction d'onde qui correspondent à des niveaux d'énergie donnés. Donc, on considère par exemple notre fonction psi. Toutes ces fonctions psi sont solutions de l'équation de Schrödinger que j'ai écrite ci-dessus. Donc, et que en fait on a 2 niveaux d'énergie, et pour chaque niveau d'énergie, par exemple l'état de niveau d'énergie grand E admet une dégénérescence de valeur 5. Autrement dit, vous avez les fonctions d'onde psi 10, psi 9, psi 8, psi 7 et psi 6 qui sont des fonctions d'onde différentes, qui correspondent donc à un microétat différent, mais pour lesquels le niveau énergétique est le même. Donc on parle de dégénérescence de niveau 5, puisqu'il y en a 5. De même, là, bon, j'ai pris un exemple avec donc le niveau d'énergie 0, qui a 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai 5 de même micro-états qui ont le même niveau d'énergie. Autrement dit, les solutions psi 5, psi 4, psi 3, psi 2, psi 1 ont toutes un niveau énergétique égal à 0, et on parle de dégénérescence de niveau 5. Voilà. Pour le reste, je vous conseille de revoir votre cours pour plus de compréhension. Voilà. Alors, l'anomalie de Schottky. Donc, on a n particules, et on a donc la relation évidente, grand N égale N1 plus N2, puisqu'il y a 2 N1 particules qui ont un niveau d'énergie
AEI qui vaut epsilon 1 qui est nul, et que vous avez N2 particules, d'après l'énoncé, qui ont un niveau d'énergie EI qui vaut epsilon 2, qui est égal à epsilon. Donc, on nous donne le degré de dégénérescence de epsilon 1 et de epsilon 2, c'est G. Donc, première question, on en déduit l'énergie totale du système, bah, c'est N2 fois epsilon plus N1 fois 0, puisque c'est 0, c'est le niveau d'epsilon. Donc, autrement dit, N2 peut s'exprimer en fonction de l'énergie totale du système et de epsilon. Petit 2. Donc, quel est le nombre de microétats avec l'énergie grand E, donc oméga de E et de N. Donc, c'est la même chose que le nombre de microétats pour N2 ou N1 fixé. Autrement dit, ici, j'ai écrit que pour un niveau de dégénérescence égal à 1, le nombre de microétats dans l'état d'énergie E, en fait, c'est le nombre de combinaisons de N2 éléments parmi N. C'est le nombre de manières que l'on a de choisir nos particules parmi N, auxquelles on attribue un niveau d'énergie de type epsilon, positif. Donc, le nombre de combinaisons de N2 parmi N doit être égal au nombre de combinaisons de N1 parmi N. On applique notre formule de combinatoire et on a que c'est égal à N factoriel sur N1 factoriel, N2 factoriel. Donc, avec les dégénérescences, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier avec les facteurs G à la puissance N1 et G à la puissance N2. Voilà. Autrement dit, on a oméga de E et de N qui vaut N factoriel sur N1 factoriel, N2 factoriel fois G puissance N1, G puissance N2, qui est donc égal à N factoriel sur N1 factoriel, N2 factoriel, G puissance N. Donc l'entropie, l'entropie en fait elle ne nous était pas donnée, je crois, dans l'énoncé. Vous voyez, si je me trompe pas, elle apparaît pas. Parfois on la donne, parfois on la donne pas. Donc il vaut mieux la connaître par cœur. Donc l'entropie s'exprime en fonction de la constante de Boltzmann et du nombre de microétats accessibles de notre système, comme étant égal au produit entre la constante de Boltzmann KB et le logarithme népérien de oméga, qui est fonction de E et de N. Alors on va simplement pouvoir, donc on va appliquer donc le logarithme népérien à cette fonction que l'on a calculée précédemment, et on va utiliser la formule de Stirling qui est, je crois, donnée dans l'énoncé, ici n factoriel. Donc la formule de Stirling, elle est donnée ici. Donc hop, ln de n factoriel est égal à n ln de n moins n. Donc on va utiliser cette formule de Stirling pour développer. On a donc S sur KBT. Alors je vous fais exemple des calculs, il faut simplement utiliser les propriétés du logarithme. Ici on a du ln de n factoriel fois g puissance n, c'est la somme des logarithmes, ln de n factoriel plus le logarithme de g puissance n. Le logarithme de g puissance n, c'est n fois le logarithme de g, on utilise les propriétés logarithmiques. De même, le logarithme d'un quotient, le logarithme de a sur b, c'est le logarithme de a moins le logarithme de b. Donc voilà, c'est juste calculatoire. Il faut ensuite appliquer la formule de Stirling. Autrement dit que n factoriel pour n grand est équivalent à n ln de n moins n. Ok? Donc je vous épargne les calculs, vous mettez pause dans la vidéo et puis vous les refaites de votre côté. On utilise également le fait que mu est égal au sur n epsilon 0 qui est égal à n2 epsilon sur n epsilon 0, n2 sur n. Et on peut exprimer n1 et n2 en fonction de ce paramètre u qu'on nous demande dans le système. On a finalement que S sur KBN est égal à cette expression. On effectue les simplifications nécessaires puisqu'on a des termes qui s'annulent 2 à 2. Et on en déduit donc que c'est égal à ln de moins 1 moins u ln de n moins u moins n ln de u. 4. La température, on nous donne, donc cette formule est à connaître, mais on nous la donne dans l'énoncé, c'est 1 sur T est égal à la dérivée partielle de S de l'entropie par rapport à l'énergie. On utilise le fait que 1 sur KBT c'est du sur du, ds sur du, donc je vous l'ai explicité ici. On fait introduire le paramètre, on introduit le paramètre donc bêta qui est 1 sur KBT, qui est un paramètre thermodynamique élémentaire. Donc question 5, en fait, la question simple, elle est toute simple. On a exprimé en fait exponentielle bêta en fonction de U, donc il faut maintenant exprimer U en fonction de l'exponentielle bêta. Donc c'est un jeu d'équations, une inconnue on substitue, exponentielle bêta égale 1 moins U sur U, d'où U facteur de exponentielle bêta epsilon plus 1 égale 1. U de t, on peut le mettre sous cette forme-là, 1 sur exponentielle epsilon sur kbt plus 1, et on en déduit donc l'énergie ET qui est égale à n epsilon u, donc n epsilon sur exponentielle bêta epsilon plus 1. Voilà, je vais m'arrêter pour cette première partie, donc l'anomalie de Schottky. Voilà, je traiterai la deuxième partie, le traitement canonique, dans une prochaine vidéo.